d'être ici. Je suis très honorée d'être parmi vous. Je remercie le CRASC de m'avoir invité. Je remercie aussi tous les gens du CRASC qui, à l'ombre, se sont vraiment efforcés de rendre cette visite agréable. Alors, je dois vous dire, je dois faire quelques... Je dois dire ça je voudrais tout d'abord faire deux ou trois petites remarques préliminaires avant de commencer. D'abord, je voudrais que cette présentation soit placée dans le cadre plus large des débats sur l'humanisme et l'anti-humanisme, surtout en ce qui concerne les sciences sociales. Deuxièmement, vu la sacralisation de l'œuvre de Foucault, ça a donné lieu dans certains milieux à un véritable culte de la personnalité. Je me dois de préciser que ce que je fais ici, que ce que j'ai fait dans ce livre, c'est tout simplement d'ouvrir un débat et de lever le voile sur un sujet qui est important et qui est aussi d'actualité. Maintenant, je voudrais partager avec vous une citation de Foucault qui, en fait, vous donne une idée du défi auquel on se mesure quand on veut parler au moins d'une façon cohérente de Foucault. Ne me demandez pas qui je suis et ne me dites pas de rester le même. C'est une morale d'état civil, elle régit nos papiers, qu'elle nous laisse libres quand il s'agit d'écrire. Donc ça vient de l'archéologie du savoir, page 28. Ce livre traite donc d'un sujet, la différence culturelle, plus précisément la différence orientale, qui n'a pas reçu l'attention qu'on lui doit. Foucault lui-même n'a pas écrit un livre sur l'Orient. Il a vécu en Tunisie pendant 2 ans, en 1966-68. Il a fait 2 séjours au Japon, en 1970-78, où il a animé des conférences. Il a aussi fait 2 séjours en Iran, en 1978, dans le cadre de ce qu'il a appelé un reportage d'idées sur la révolution iranienne pour le journal italien Corriere della Sera. Il est vrai qu'il a donné des interviews sur la signification de son séjour en Tunisie. Cependant, à part ses articles sur la révolution iranienne, il n'a pas écrit grand-chose sur la question de l'Orient. Alors on se demande pourquoi ai-je entrepris d'écrire un livre sur un sujet que Foucault a largement passé sous silence. En fait, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à entreprendre ce projet. Tout d'abord, Foucault était un fin critique de la raison occidentale, tel qu'on le voit dans ses travaux sur la folie, la prison, l'asile mental, le parricide, la sexualité ou le pouvoir. Par ailleurs, il a cette réputation d'être un intellectuel de gauche. Par exemple, il a manifesté, parfois en compagnie de Sartre, qui n'aimait pas beaucoup, en faveur des immigrés, dont certains étaient nord-africains, et des prisonniers en France, ou encore des travailleurs polonais qui se battaient contre l'ancien pouvoir soviétique. Mais paradoxalement, tout au long de sa vie, il ne s'est pas départi de l'idée selon laquelle il y a un obstacle culturel insurmontable qui divise l'Orient de l'Occident. J'ai voulu alors dénouer ce paradoxe que représente Foucault, de critique de la rationalité occidentale, qui toutefois se prévaut de cette même rationalité pour construire un Orient radicalement différent de l'Occident. Je voudrais dès l'abord signaler que je ne pense pas que Foucault soit un orientaliste, tel que Edward Said a défini le terme, bien qu'il y ait des moments dans son travail qui pourraient accréditer cette notion.
Il y a des travaux qui ont été faits sur ce plan-là. Ian Hammond, par exemple, a écrit Les nouveaux orientalistes, représentation postmoderniste de l'islam, de Foucault à Baudrillard. Il y a aussi John Solomon, du groupe Translations, traduction. C'est un groupe qui interprète le savoir occidental comme un langage dont le but est de construire une identité purement occidentale. L'article de John Solomon se trouve dans une revue que vous pouvez voir sur Internet qui s'appelle Trans-Européenne 2010. Par ailleurs, le paradoxe de Foucault, attendez, je voudrais d'abord m'arranger. Alors, vous allez le prendre. Par ailleurs, le paradoxe de Foucault est distinct de l'orientaliste typique. Il n'avait aucun intérêt personnel ou politique dans l'Orient. Il défend la révolution iranienne contre ses critiques français les plus acharnés. Aurait-il, à la fin, rejoint l'itinéraire de l'orientaliste typique s'il avait accompli le travail qu'il a annoncé une fois d'analyser la prétendue raison orientale? Je ne sais pas, c'est possible. Alors, quels étaient les objectifs de ce livre? J'ai choisi, dans un premier temps, de retracer les sources et l'évolution de la conception de l'Orient de Foucault telles qu'elles apparaissent dans son orientation philosophico-théorique. Et, dans un deuxième temps, d'analyser l'expérience vécue de Foucault en Orient. J'ai procédé donc sur deux plans, l'un abstrait. Je suis désolée, il faut que je passe par l'abstrait parce que c'est un impératif méthodologique, mais je vais le faire rapidement. L'autre empirique. La partie abstraite se focalise sur la conception que Foucault se faisait des sciences humaines, il avait aussi des sciences de l'homme. La partie concrète se rapporte à l'expérience de l'altérité que Foucault a éprouvée pendant ses séjours en Orient. Tout au long du livre, j'ai essayé de mettre Foucault en conversation avec lui-même. Et pour ce faire, j'ai examiné les archives de Foucault à l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine à IMEC, à Saint-Germain-la-Blanche, à l'extérieur de Caen, en Normandie, la Bibliothèque nationale de France, François Mitterrand, en particulier le site Richelieu, qui a des manuscrits, beaucoup de manuscrits de Foucault, la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine à Nanterre, pour des documents concernant la révolution, ce qu'on appelait la révolution tunisienne des années 60, et en plus évidemment des bibliothèques dans la ville de New York. Je suis allée à Paris, Tunis et Tokyo. Dans chaque ville, j'ai eu des entretiens avec diverses personnalités universitaires et connaissances de Foucault. À Paris, j'ai eu des entretiens non seulement avec Daniel Defer, le compagnon de longue date de Foucault, mais aussi avec deux professeurs tunisiens, anciens étudiants de Foucault à Tunis, et trois anciens membres du mouvement de la révolte de 1976-68 contre Bourguiba, dont deux femmes. À Tokyo, les professeurs avec lesquels j'ai discuté avaient une connaissance intime de la pensée de Foucault. Je dois vous dire que l'expérience japonaise est inoubliable. Vous avez affaire à des gens qui sont absolument au courant de tous les coins et recoins, si vous voulez, de la pensée foucauldienne, et aussi des gens qui ont traduit les ouvrages de Foucault. Certaines de ces personnalités sont très connues au Japon, dans le monde universitaire, telles que Moriaki Watanabe, qui a monté sur scène, entre autres, de Souliers de satin de Paul Claudel. J'ai eu des entretiens avec l'interprète de Foucault lors de son deuxième séjour au Japon en 1978, Christian Pollack, qui est maintenant consultant très réussi à Tokyo. Partout où je suis passée, j'ai lu le passage de la préface de 1961 à l'histoire de la phobie et j'ai demandé à mes interlocuteurs de commenter. En Tunisie, j'ai aussi demandé aux répondants leur opinion concernant la description que Foucault a faite du marxisme des étudiants insurgés de 1967 et 68.
Le premier texte dans lequel Foucault exprime explicitement sa vue de l'Orient est la préface de 1961. La préface de 1961 à l'histoire de la folie. Voici le passage. Dans l'universalité de la ratio occidentale, il y a ce partage qu'est l'Orient. L'Orient, pensé comme l'origine, rêvé comme le point vertigineux d'où naissent les nostalgies et les promesses de retour, l'Orient offert à la raison colonisatrice de l'Occident, mais indéfiniment inaccessible, car il demeure toujours la limite, nuit du commencement, en quoi l'Occident s'est formé, mais dans laquelle il a tracé une ligne de partage. L'Orient est pour lui tout ce qui n'est pas, encore qu'il doit y chercher ce qu'est sa vérité primitive. Il faudra faire une histoire de ce grand partage, tout au long du devenir occidental, de suivre dans sa continuité et ses échanges, mais de laisser apparaître aussi dans son hiérarchisme tragique. Hiérarchisme ici signifierait, comme vous savez, majesté inscrutable. Cette préface a été retirée de toutes les éditions postérieures en 1961 du livre, sauf l'édition italienne. Dans la perspective foucauldienne, la notion de la ratio orientale comme limite ou expérience limite de la ratio occidentale trouve sa justification dans l'existence de ce que Foucault appelle, entre guillemets, un choix originaire, que la société occidentale fait quand elle érige des paramètres ou garde-fous à l'intérieur desquels les différents systèmes de savoir deviennent non seulement cohérents et spécifiques, mais aussi incontournables. Il y a donc un élément de nécessité ici dans cette pratique. Bien que présenté comme une limite externe de la ratio occidentale, la raison orientale est perçue comme impénétrable, différente, mystérieuse ou énigmatique. Ainsi, la réalité de cette raison orientale, la façon dont elle se rapporterait à ce qui se passe à l'intérieur de la ratio occidentale est laissée dans l'ombre. Pendant son deuxième séjour au Japon, en 1978, Foucault fit un pas vers la résolution de cette énigme orientale. Il promit d'apprendre. Il annonça qu'il ferait venir à Paris un politologue et théoricien connu, Masao Maruyama, qui est mort, pour mieux comprendre la ratio orientale. Mais il abandonna ce projet. Entre parenthèses, l'Orient joue un rôle important, soit positif, soit négatif, dans l'histoire de la philosophie occidentale de Hegel, Schopenhauer, Nietzsche et Heidegger. Je vous raconterai l'histoire de la fraude commise par Heidegger contre un japonais germaniste. Pour ne citer que quelques-uns. Il faut rappeler que les philosophes allemands du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, avaient décelé dans la pensée de Confucius tous les éléments de leur propre limite. Dans un deuxième texte, alors ça c'est le premier texte dans lequel Foucault parle de l'Orient de cette façon-ci. Dans un deuxième texte, alors je retourne ici au plan de cette partie, alors c'est la préface des mots et des choses. Dans un deuxième texte, le partage Orient et Occident apparaît dans une autre préface, celle du livre Les mots et les choses, dans laquelle Foucault analyse la fameuse encyclopédie chinoise formulée par le romancier argentin Jorge Luis Borges. Cette encyclopédie présente une taxonomie bizarre des animaux qui sont divisés en A, appartenant à l'empereur, B, embaumé, C, fabuleux, D, dessiné avec un pinceau très fin, E, qui de loin ressemble à des mouches, F, inclus dans la présente classification. Cette dernière catégorie a donné du fil à retordre à Foucault. Commencer un livre avec une citation ou allusion stupéfiante n'est pas nouveau chez Foucault.
Souvenez-vous que dans Surveiller et punir, il relate au début l'incident remarquable de Damien, l'homme qui essaya de tuer à coups de couteau le roi Louis XV. Mais cette fois-ci, la citation tirée de l'encyclopédie chinoise m'a paru être plus qu'un simple procédé de présentation destiné à capter l'attention du lecteur, et ce pour deux raisons. A. Foucault affirme que l'encyclopédie chinoise a été le lieu de naissance de son livre, Les mots et les choses. Elle l'a donc inspiré directement. B. La manière dont il a analysé l'encyclopédie chinoise est plutôt curieuse. Il brouille fiction-réalité. Il explique que l'étrangeté de l'encyclopédie est due à la langue chinoise, elle-même pour le moins étrange. Il compare la taxonomie à une condition psychologique, l'aphasie, etc., etc. Il conclut à la fin que l'encyclopédie est bizarre parce qu'il y manque une table. Cette table existerait en Occident. Et c'est cette table qui devient le sujet du livre, Les mots et les choses. Foucault s'est donc servi de l'encyclopédie comme d'un moyen pédagogique, j'utilise l'expression de Baudelaire, moyen pédagogique, pour rehausser la spécificité de la pensée scientifique occidentale. Je me suis rendu compte, après avoir fait des recherches sur cette encyclopédie, que Foucault avait tronqué et changé le sens que Borges lui avait donné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'encyclopédie? Ça vient d'un article écrit en 1942 par Borges. Le titre de l'article, Foucault ne cite pas, il faut chercher, il faut trouver la source. Le titre de l'article est La langue analytique de John Wilkins, dans lequel Foucault, vous savez que Borges se moquait de nous, les universitaires. Il créait des citations de toutes pièces, des auteurs qui n'existaient pas, pour se moquer de la façon dont nous faisons le travail universitaire. Donc, il parle de Franz Kuhn. Une fois, Franz Kuhn, c'était un personnage réel. Il dit que Franz Kuhn a traduit une encyclopédie, a cité une encyclopédie. Et il parle donc de cette classification de la taxonomie que je vous ai vue il y a quelques minutes. Mais il se trouve que cette encyclopédie, c'est une fiction. C'est une fiction créée par Borges. Le but de Borges était de montrer que toutes les taxonomies, dans n'importe quelle langue, sont arbitraires, aussi arbitraires que celle qu'il a créée, qu'il a appelée l'encyclopédie chinoise. La question qui se pose est la suivante. Pourquoi Foucault a-t-il choisi la Chine pour écrire l'histoire de la pensée scientifique occidentale? S'il fallait se référer à la Chine, pourquoi ne pas se pencher sur une taxonomie authentique, réelle, chinoise aussi, celle du Laïchou? Ce n'était pas proprement parlé une encyclopédie, mais c'était une espèce d'encyclopédie ancienne, un manuel en plusieurs tomes, divisé en sujets, issu du canon de la littérature chinoise, une espèce de Google Babcamp. Y avait-il des taxonomies encore plus étranges, élaborées par l'Occident, que Foucault aurait pu citer dans sa préface? Oui, à commencer par la taxonomie de John Wilkins, le sujet de l'article de Borges, même auquel Foucault ne se réfère pas à John Wilkins, mais il se réfère à l'encyclopédie chinoise. Wilkins est né en 1614, il est mort en 1677, donc nous parlons du XVIIe siècle, et le XVIIe siècle, c'est le sujet, en fait, des choses. C'était un personnage réel, un écrivain, un intellectuel, un théologien, qui a voulu, en fait, inventer un langage facile, dans lequel chaque mot se définit lui-même. Et il a fait une classification aussi du monde animal et végétal qui était plutôt curieuse. Mais Foucault ne cite pas John Wilkins. Il y a aussi l'ouvrage de Conrad Gessner qui, en 1551, écrivit l'Historia Animalium, dont la taxonomie rappelle celle du Laïchou chinois. Gessner, par exemple, classe les satyres mythiques et les unicornes
dans la même catégorie que les animaux réels. En conclusion, dans la construction de la différence orientale, il y a une continuité entre la préface de 1961 à l'ouvrage sur la folie et la préface des mots et des choses. Et c'est cette continuité qui me conduisait à pousser plus loin mes recherches sur la conception foucauldienne de la différence culturelle. Comment ai-je procédé? Je me suis penchée d'abord sur, c'est pas la source principale, mais c'est une source importante. J'aurais pu faire Nietzsche, j'aurais pu faire Heidegger, mais ça c'est important parce que Foucault fait la critique de l'anthropologie, donc des sciences humaines. Je me suis penchée sur les sources philosophiques théoriques du partage Orient-Occident. La justification principale de l'exclusion de la ratio de l'Orient, de la ratio occidentale, se trouve dans la critique que Foucault a faite tôt dans sa carrière d'un ouvrage d'Immanuel Kant intitulé L'anthropologie d'un point de vue pragmatique. Longtemps resté dans l'obscurité, ce texte de Kant est en fait crucial si l'on veut comprendre la pensée de Foucault indépendamment de son positionnement vis-à-vis des cultures non occidentales. Foucault a traduit le livre de Kant, auquel il a ajouté une très longue introduction en 1959. C'était sa deuxième thèse de doctorat selon les prérequis de l'époque. Je passe vite sur ça. Que dit Kant dans cette anthropologie? Succinctement, pour Kant, l'anthropologie est l'étude de l'homme, l'homme générique, évidemment, en tant que citoyen du monde qui doit s'efforcer de surmonter ses défaillances humaines par l'acquisition ordonnée et empirique du savoir et le développement de la culture. Du point de vue kantien, l'anthropologie ne peut se confiner à l'étude de la culture locale, mais doit s'efforcer d'atteindre l'universel, le cosmopolite. Pour Kant, l'anthropologie est un correctif à la science, son deuxième œil, car la science naturelle, sans l'anthropologie, serait un cyclope. Foucault bute contre ce texte précisément parce qu'il rejette le cosmopolitanisme, humanisme de l'anthropologie, donc l'universalisme. C'est ce rejet qui est la source principale du dilemme culturel dans lequel sa pensée est enfermée. Que reproche Foucault à l'anthropologie de Kant? Brièvement, il lui reproche de reposer sur des suppositions philosophiques concernant la nature humaine et d'avoir la prétention d'étudier empiriquement, selon la méthode scientifique, ce qu'elle appelle l'homme. Or, l'homme est mort. Vous savez, le livre de Foucault, Les mots et les choses, il a fait sensation parce que justement, Foucault annonçait la mort de l'homme. Et là, il faisait ce que Nietzsche avait fait avec la mort de Dieu, n'est-ce pas? Il n'y a pas de nature. Il n'y a pas de nature humaine qui puisse être étudiée scientifiquement, d'autant plus que la psychanalyse a démontré, à travers la découverte de l'inconscient, que l'homme est divisé en lui-même. Il a un double. Donc, ce doublé, Foucault l'appelle le doublé, empirico-transcendantal, poursuit l'anthropologie comme son ombre. Les sciences de l'homme se bercent, selon Foucault, de l'illusion anthropologique quand elles affirment que la figure de l'homme peut être saisie en tant qu'être conscient, auteur de ses propres actions. Il est temps, dit-il, que les anthropologues se réveillent de leur sommeil anthropologique. En réalité, Foucault a réécrit l'anthropologie de Kant. Il déclare que ce n'est pas la nature humaine qui est universelle, mais la langue. Et là, je dois vous faire partager avec vous un sentiment que chacun d'entre nous ici qui est universitaire voudrait éprouver à un moment ou un autre de sa vie. Je ne suis pas philosophe, évidemment. J'ai mis beaucoup de temps
Ce livre m'a donné beaucoup de problèmes parce qu'il fallait que j'apprenne la philosophie, il fallait que j'apprenne la littérature, il fallait que j'apprenne un tas de choses. Et là, je demandais quand, là, je me renseigne, et puis je me dis, je crois qu'il a changé. Et là, je contacte un kantien dans l'état du Vermont, et je lui envoie le chapitre, je lui dis, vous pouvez me dire si je fais du sens dans ce chapitre? Ah, elle m'a dit, mais oui, mais moi j'ai écrit un article sur ça, mais je ne l'ai pas publié en anglais. La peur, évidemment, parce que Foucault, c'est sacré, il l'a publié en espagnol. Et il a abouti aux mêmes conclusions que moi. Vous voyez, j'étais dans un état euphorique. Par ailleurs, la critique que Foucault a donnée de Kant est sélective, car elle ne s'attaque pas au passage pour le moins surprenant sur la race, par exemple, écrit par Kant. Et là, je dois vous dire que Kant est plutôt décevant sur ce plan-là, mais c'était le XVIIIe siècle et il s'était appuyé sur les chroniques de voyage de charlatans. J'ouvre une autre parenthèse en passant pour souligner qu'il y a une grande différence entre la conception foucauldienne de l'illusion anthropologique et l'explication que les anthropologues contemporains, du moins les Américains, donnent des problèmes de leur propre discipline. Parce que tous les 5 ou 10 ans, les Américains disent l'anthropologie est morte, l'anthropologie est en crise. En recherchant les causes de cette crise, ils ne cherchent pas, ils ne vont pas, ils ne trouvent pas les mêmes raisons que Foucault, mais l'une des raisons qu'ils ont trouvées, c'est que l'anthropologie s'est laissée griser justement par le postmodernisme, elle a pris un tournant postmoderne, et ça c'est l'une des raisons de la crise, et donc Foucault serait l'une des raisons de la crise. Alors, étant donné que Foucault critique la possibilité même de l'entreprise anthropologique, a-t-il formulé une alternative? Si oui, quels sont ses contours? Pourrait-on avoir une anthropologie qui soit non humaniste, non cosmopolite, si l'homme est mort? C'est là une question très importante. Réponse: il n'a pas formulé une alternative à l'anthropologie. En fait, au cours de ses conférences en Orient, il a fait, quand je dis Orient, je les mets entre guillemets, il a fait des déclarations qui ne pouvaient être comprises sans supposer l'existence d'une nature humaine ou l'universalité des institutions humaines. En réalité, il opta pour la méthode ethnologique à la Lévi-Strauss pour faire l'histoire des idées dans le but, certainement louable, de réaliser une approche, entre guillemets, presque biotique, c'est-à-dire une approche qui lui permettrait de prendre une certaine distance de ce qui est trop près de lui pour qu'il puisse mieux le voir. C'est un mot qu'il construit sur le modèle de presbytie. Néanmoins, cette méthode présume que le chercheur-auteur partage le même espace culturel que son objet de recherche. Par ailleurs, dans ses rencontres et discussions avec des personnes dans le monde oriental, Foucault était à court de mots, dérouté, perdu. Au Japon, il admet que malgré tout ce qu'il a vu, tous ces voyages, entre guillemets, je n'ai rien compris. Une conséquence notable du rejet du cosmopolitanisme et de l'universalisme est ce que j'appellerais la régionalisation des idées à portée universelle. Ceci apparaît clairement dans la discussion de Foucault au sujet de la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» une question qui avait été posée en 1784 à Immanuel Kant. Ça, c'est la période des Lumières en Allemagne. Et Foucault fait un commentaire de la réponse que Kant a donnée aux gens qui lui avaient posé cette question. Dans son commentaire, Foucault souligne que Kant était allemand et que sa définition était donc locale et non universelle. Kant, dit-il, était le philosophe du présent
le présent Parlement. Maintenant, c'est Foucault, la personne, qui voyage dans l'espace qu'on appelle l'Orient. Quelle était l'expérience que Foucault a vécue en Orient? Elle varie de pays en pays. Cependant, elle s'articule sur 3 facteurs, à savoir la révolution, la colonisation et la religion. De ces facteurs, la colonisation apparaît comme le critère à la fois de la limite et de la marque de l'universalisme supposé de l'Occident. C'est aussi la grille à travers laquelle on peut déchiffrer l'attitude foucaldienne de la différence culturelle. Je commence par la Tunisie, ou plutôt l'hétérotopie tunisienne. Très rapidement, la Tunisie, l'Orient familier de la France, apparaît dès l'abord comme un espace vide en l'imaginaire de Foucault. Sur cet espace vide, il projeta la Grèce et Rome antique. Il parla de façon lyrique de Carthage, d'Hannibal, de Saint-Augustin, de la Thébaïde aussi égyptienne, sud de l'Égypte antique, où il y avait des moines. Tout au long de leur séjour en Tunisie, Foucault était avec Defer en Tunisie. Defer, c'est son compagnon de longue date. Il fit un voyage en voiture avec Defer le long du rivage de Syrte, en Libye, d'une certaine manière, retraçant l'itinéraire de Julien Gracq dans son livre Rivage des Syrtes. Ils essayent de comprendre, tout au long de ce séjour tunisien, comment les pratiques grecques de l'homosexualité étaient encore vivaces chez leurs partenaires homosexuels tunisiens. Ils lisaient à l'époque un livre de Kenneth Dover sur les pratiques homosexuelles grecques. Et cette notion de survivance culturelle grecque dans l'Afrique du Nord contemporaine a une histoire intellectuelle. Souvenez-vous des travaux de Louis Bertrand, qui en a parlé dans beaucoup de ses ouvrages, et je vous réfère à un livre qu'il a appelé d'Alger la romantique à Fès la mystérieuse. Foucault vivait dans le cadre enchanteur hétérotypique de Sidi Bou Saïd dans la banlieue de Tunis. Pendant son séjour, une révolte éclata en mars 68 contre le régime de Bourguiba. Avant mars 68, il y a eu juin 67, les manifestations contre la guerre au Moyen-Orient. Révolte menée dans les villes par les étudiants. Certains de ces étudiants prenaient des cours donnés par Foucault à Tunis. Ils étaient de gauche, il y avait des marxistes, il y avait des maoïstes, il y avait des trotskistes. Certains étaient venus de France, ils avaient fait leurs études en France et ils voulaient un changement de régime politique. Parmi eux figurait Ahmed Atmani, bien connu de Foucault, l'un de ses meilleurs étudiants, qui fut arrêté, torturé sans merci et condamné à 12 ans de prison. Il n'a pas parlé. J'ai eu plusieurs discussions avec sa veuve, Madame Atmani, Simone Lelouch Atmani, qui était communiste. Foucault a apporté un soutien discret aux étudiants en leur permettant de renéotyper des tracts et de cacher les tracts dans son jardin, dans sa maison à Sidi Bou Saïd. Et quelquefois, il les a transportés dans sa voiture. Une fois rentré en France, il participa financièrement à l'établissement d'une bibliothèque dans la prison où les jeunes, la prison Gorge-Romé, je crois, oui, où les jeunes Tunisiens étaient incarcérés, et aussi en organisant un cours par correspondance pour les prisonniers. Cependant, il demeura silencieux sur la répression qui s'abattit sur les insurgés pendant qu'il était encore à Tunis,
à tel point que l'un des professeurs français qui avait été expulsé, Georges Lapassade, lui reprocha d'avoir été complice du régime Bourguiba en donnant des cours pendant que les étudiants étaient en grève. Il est vrai qu'il y avait toute une communauté d'intellectuels français qui servaient en Tunisie, c'était après l'indépendance, 66-68, dans le cadre de la coopération technique. L'un d'entre eux, Jean-Paul Chabert, critique ouvert du gouvernement tunisien, fut arrêté et torturé. Il y a cet épisode ici, pendant que toute cette répression s'abattait sur les étudiants, Bourguiba qui envoie une boîte de dates à Foucault, parce que Bourguiba était très honoré d'avoir un jeune philosophe qui venait de publier ce livre, Les mauvaises choses à sensation. Donc il était très fier d'avoir Foucault en Tunisie, il lui envoie des dates. Et Foucault partage ces dates avec les étudiants, tout en plaisantant au sujet de leur provenance. Ne se sentant pas en sécurité, parce qu'on fut attaqué une fois, l'un de ses partenaires tunisiens lui a téléphoné pour lui dire de venir le chercher, et en route, Foucault a été arrêté, battu, et il s'est rendu compte que sa sécurité maintenant était en danger. Il est donc reparti en France en 68. Il a rejoint Paris 8 pour quelques temps avant de rejoindre son poste au Collège de France. Toujours est-il que Foucault admirait le courage, on retrouvera ça aussi en Iran, des jeunes Tunisiens qui bravaient la police les mains nues, mais il ne prit pas au sérieux le marxisme qu'il qualifiait de sinocastrisme. Il s'en moqua avec de fer. Il a fallu que Ahmed Hasnaoui, un autre de ses étudiants qui n'était pas marxiste, lui explique que pour les jeunes Tunisiens, ce n'était pas le marxisme en tant que tel, que doctrine qui les animait, mais plutôt que le marxisme leur permettait de se déprendre, entre guillemets, d'être autres, de se voir différemment et d'agir en conséquence. Et comme vous savez, l'expression se déprendre est une expression très chère à Foucault. Foucault ne parlait pas l'arabe. Son auditoire était d'expression française, ce qui fait qu'il n'avait pas de contact avec les jeunes de gauche qui ne parlaient que l'arabe. C'était le cas d'Ahmed Benjenet, étudiant de la Zitouna, qui devint une cause célèbre, même pour les marxistes, qui protestèrent contre sa condamnation. D'ailleurs, la communauté internationale avait protesté à 23 ans de réclusion pour avoir manifesté. Et Benjenet, évidemment, était une cible facile, non seulement à cause de son passé zitounien, mais aussi parce qu'il avait une infirmité, donc il était facilement boité, il était facilement reconnaissable. En Tunisie, me dit Madame Lelouch Othmani, Foucault découvrit les Arabes. Il découvrit alors aussi la pauvreté abjecte, car certains de ses étudiants étaient dans le dénuement le plus total. Cependant, la Tunisie était importante pour l'image de Foucault. Mars 68 précède mai 68 en France. Il y avait des échanges entre les leaders de mai 68 en France et les leaders du mouvement étudiantin tunisien. Et vous vous souvenez que mai 68, c'est une date de marque pour les études, pour les intellectuels français. Que faisiez-vous, où étiez-vous en mai 68? Et Foucault était très sensible à cette question. Par exemple, il dit, lors d'une entrevue qu'il a donnée à l'italien Guccio Trombadori, entre guillemets, Herbert Marcuse, le philosophe, demanda, sur un ton de reproche, ce que faisait Foucault au moment des barricades de mai. Eh bien, j'étais en Tunisie. Voici ce qu'a été la Tunisie pour moi. Ce ne fut pas mai 68 en France, mais mars 68 dans un pays du tiers-monde. J'ouvre une parenthèse encore une fois ici. Je me mets dans le travail. J'ai appris quelque chose en retraçant l'itinéraire de Foucault en Tunisie. Son expérience tunisienne m'a permis de mieux comprendre l'assimilation de l'Orient colonisé par la culture française. Bien que les étudiants de Foucault étaient de gauche et qu'ils parlaient
le langage de la révolution occidentale, ils furent exclus dans les propos de Foucault de l'expérience que l'Occident se fait du soulèvement de la révolte et de la compréhension de soi. J'ai trouvé ça remarquable et j'ai appris quelque chose. La désorientation, confusion culturelle de Foucault en Tunisie est palpable si l'on considère la lettre qu'il écrivit à son ami Georges Anglem en France après la destruction de magasins appartenant à des juifs tunisiens lors d'une manifestation protestant la guerre du 6 juin 1967 au Moyen-Orient. Alors, je voudrais vous lire cette lettre, si vous me permettez, parce qu'elle est très importante. J'ouvre entre guillemets, des guillemets. Ici, il y a eu, lundi dernier, une demi-journée de pogrom. Ce fut bien plus grave que l'a dit Le Monde. Une bonne cinquantaine d'incendies, 150-200 boutiques, les plus misérables bien sûr, mises à sac, spectacle immémorial de la synagogue éventrée. Et il fait la description. La réaction du gouvernement a été vive, ferme, sincère, semble-t-il. Or, c'était manifestement organisé. Tout le monde a compris que depuis des semaines, des mois sans doute, ça travaillait en profondeur à l'insu du gouvernement contre lui. En tout cas, nationalisme plus racisme, c'est au total bien affreux. Et si on ajoute à cela que les étudiants, par gauchisme, ont prêté la main et un peu plus à tout cela, eh bien, on est assez profondément triste. Et on se demande par quelle étrange ruse ou stupidité de l'histoire, le marxisme a pu donner occasion et vocabulaire à cela. Fin des guillemets. Eh bien, il se trouve que la situation est complètement différente. Les étudiants marxistes, en fait, avaient fait un cordon humain autour des magasins juifs pour empêcher qu'il y ait de la casse. Et qui a été l'auteur de la casse, c'était des chômeurs recrutés conjointement par le gouvernement tunisien pour discréditer les étudiants, ainsi que des étudiants qui faisaient partie du parti du Destour. Une chaîne de télévision italienne révéla en fait la situation. Donc, quand vous lisez cette lettre aux Tunisiens, ils sont très dérangés parce que, ceux qui ont survécu évidemment, parce que Foucault a dit qu'il ne comprend pas comment il a pu écrire une lettre pareille. Et son compagnon de fer me dit aussi, oui, vous ne devez pas avoir assez de renseignements parce que lui, de fer, savait que ce n'était pas vrai. mais Foucault a fait autre chose. Enfin, au Japon, 70-78, perçu comme une énigme, la désorientation culturelle de Foucault atteint son comble. C'est là aussi qu'on voit le plus clairement la limite de ces catégories analytiques à des moments où ses auditeurs lui posent des questions ou quand il est en conversation avec des intellectuels. Je vous relate un exemple extraordinaire, à mon avis, celui de l'échange de vues entre Foucault et cette personnalité japonaise, Moriaki Watanabe, au sujet de la signification du film de Nagase Oshimi, qui parut en 1976. Le film, c'était un film à sensation, parce qu'il mettait sur scène un fait divers, qui était aussi un fait divers à sensation. Il a été censuré par la censure japonaise. Le film relate l'histoire, c'est un fait divers, c'était l'histoire d'une femme de service dans un hôtel de Tokyo qui avait été auparavant prostituée, qui a eu une affaire avec son patron et lors d'un moment intime, elle le mutile et elle s'enfuit avec l'organe sexuel dans son sac.
elle est attrapée évidemment et elle est condamnée. Ensuite, plus tard, elle est graciée. Alors, on demande, Watanabe, on peut faire tout un livre sur les échanges entre Moriarty Watanabe et Foucault, parce que vous voyez, le japonais qui connaît très bien la culture japonaise, qui connaît aussi bien la culture française et qui connaît bien les travaux de Foucault, et Foucault qui débarque au Japon et qui est complètement dérouté. Alors, que dit Foucault? Il dit, un incident de ce genre ne se serait jamais produit en France. Et l'homme a été castré. S'il a été castré, c'est parce qu'il n'a pas pu satisfaire la femme. Moriarty Watanabe dit, votre interprétation est très intéressante. Si cet événement dépassait largement le cadre des faits divers, à sensation et touchait l'imagination des Japonais de l'époque aussi bien que ceux d'aujourd'hui, c'est peut-être qu'il y a une illusion mythique et collective que les Japonais conservaient sur le sexe masculin depuis l'époque ancienne. En tout cas, je pense que c'est différent de la simple castration. Il m'explique, quand je suis allée au Japon, que le film fait allusion au symbolisme du vieux culte japonais du phallus sacré qui lui-même est associé au pouvoir de l'empereur. Il enchaîne, depuis l'ère Meiji, l'ascétisme confucianiste et un certain ascétisme protestant produisent des tabous qui étaient inconnus des Japonais auparavant. Le sexe au Japon, avant la modernisation, donc avant l'européanisation, c'est Moriarty qui parle, semble se placer dans le domaine de l'ars erotica, c'est le vocabulaire de Foucault, donc l'art du plaisir, et à présent, il entre en relation curieuse avec la scientia sexualis, aussi le langage de Foucault, c'est-à-dire la science du savoir, déplacement culturel. Alors, on continue, par exemple, si l'on regarde les revues féministes, elles sont inondées de discours selon le principe de la libération sexuelle de style européen, qui veut que plus de savoir sur le sexe assure plus de jouissance. Tout ça, c'est étranger. Donc, pour Watanabe, la culture japonaise est trop complexe pour qu'on puisse la saisir à travers une grille de lecture culturelle occidentale et que l'influence occidentale a été transformée d'une façon telle qu'elle brouille cette lecture. La conception foucaldienne de la culture japonaise comme énigme ne changera pas après le deuxième séjour que Foucault a fait en 1978. Il attribua son manque. Est-ce que Il attribua son manque de compréhension de la culture japonaise à la mentalité des Japonais. Comme vous savez, le concept de mentalité est lourd de sens. Il a une longue histoire en France qui remonte aux annales et il est lié à une certaine anthropologie, celle de Lucien Lévy-Bruhl, qui en 1921 écrivit un livre sur la mentalité primitive et un autre en 1927 sur l'âme primitive. Encore plus important, c'est l'un des concepts dont Foucault a dénoncé l'emploi dans l'archéologie du savoir, car de tels concepts, dit-il, entre guillemets, permettent d'établir entre les phénomènes simultanés ou successifs d'une époque donnée une communauté de sens, des liens symboliques, un jeu de ressemblance et de miroir, ou qui font surgir comme principe d'unité et d'explication la souveraineté d'une conscience collective. Fin de la citation. Et c'est cette continuité continuité de sens que Foucault rejette systématiquement. Des concepts tels que mentalité, on peut citer le concept d'esprit, de développement, de tradition, d'œuvre,
d'influence. Donc, Foucault ici contrevient à sa propre ouais, le français est parti. Contravient his own work. Toujours au sujet des mentalités, deux auteurs français, François Julien et Thierry Marchès, ont sauté sur Foucault pour dénoncer l'archaïsme de ce concept de mentalité qu'ils définissent comme connoté et aussi comme étant, un pur produit du 19e siècle dont il retient les pires aspects, l'ethnocentrisme, le colonialisme et le racisme. Néanmoins, Foucault s'intéressait au bouddhisme zen et fit un séjour au temple Seonji à l'extérieur de Tokyo en 1978 en compagnie de Defer et de son interprète Christian Pollack. En réalité, le bouddhisme zen représentait pour Foucault une curiosité passagère. On ne peut pas l'en vouloir. Plutôt qu'un intérêt personnel ou intellectuel sérieux. Mais pourquoi ça devient un problème? Parce que ça a été médiatisé au Japon. Foucault est intéressé par le bouddhisme zen, c'était partout dans la presse, etc. Pollack, l'interprète de Foucault et aussi l'organisateur de ce deuxième séjour de 1978, m'a montré des photos. Il m'a dit, vous savez, madame, on avait le fou rire. Et c'est vrai que c'était comme ça, la photo attrapait le fou rire. Il m'a dit, on était un peu embarrassés, mais je crois que les prêtres bouddhistes ont compris qu'on s'amusait beaucoup. En soupçonnant l'intérêt plutôt touristique académique que Foucault portait à la culture japonaise, malgré le tapage médiatique, Watanabe lui posa la question suivante. Il paraît que vous vous êtes retiré dans un temple bouddhique zen. Était-ce pour vérifier sur place que dans la pratique du zen, la signification du corps est différente? Watanabe retourne toujours aux travaux de Foucault. Il le pousse pour qu'il voit si Foucault a en fait appris quelque chose de la culture japonaise. Foucault donne une réponse banale. Foucault ne reparlera plus de son séjour au Japon et son expérience ne semble pas avoir eu d'effet durable sur son travail, malgré ce qui a été écrit à ce sujet. Ce qui est important pour Foucault, c'est que n'ayant pas été colonisé, le Japon est capable de résoudre la crise de la pensée occidentale. Le Japon serait même capable de, entre guillemets, coloniser l'Occident. Maintenant, cette question de la colonisation et du concept de la colonisation dans l'expérience foucauldienne de l'Orient est importante. Foucault pense que la fin du colonialisme réalisé par l'Algérie a sonné le glas pour la pensée occidentale. Deuxièmement, la fin du colonialisme marque le début de la crise de la pensée occidentale. Donc c'est la fin de l'Empire qui est responsable de la crise de la pensée occidentale. Troisièmement, cette idée aussi articulée par Lévi-Strauss et aussi des gens comme Jean Komarov, avec des F, qui préconisent que les anthropologues doivent maintenant réévaluer, revaloriser les sociétés qu'ils avaient méprisées avant et apprendre d'eux, apprendre leur pensée et intégrer leur pensée dans le savoir anthropologique présent pour le rajeunir, le revivifier. Il se trouve que les Japonais ont leur propre rapport à la notion de colonisation. Et ça, il me semble, est très important à souligner. Je vous donne l'exemple de Keiji Nishitani, Nietzschéen, expert de Nietzsche, qui explique que le Japon, quand il s'est réalisé au XIXe siècle, en fait, a hérité de la crise philosophique de l'Occident. Il a hérité
d'un Occident en déclin, qui voulait se rajeunir par le biais, justement, de la culture japonaise. C'est pour ça que Nietzsche, Schopenhauer, tous ces gens-là étaient intéressés par le bouddhisme. Donc, les Japonais ont imbibé l'optique que l'Occident s'est faite de la philosophie japonaise pour se régénérer. Il faut donc retourner aux sources philosophiques japonaises pour se débarrasser en fait de cette notion occidentale de la revivification de la pensée occidentale par l'intermédiaire de la culture japonaise. Et c'est une matière à réflexion, il me semble. Par ailleurs, des historiens japonais s'accordent aussi pour dire que l'introduction de la modernité occidentale au XIXe siècle à l'ère Meiji fut violente, brutale, déstructurante. Et en tant qu'ancienne colonisée, j'ai fait des lectures sur ce plan-là, elle a eu des effets culturels qui s'apparentent à ceux que la population algérienne a subis au XIXe siècle. C'était une modernisation vraiment destructrice. Les temples étaient brûlés partout sur le territoire japonais, comme étant des vestiges de l'arriération de la culture japonaise. Les gens se sont soulevés. L'adoption du calendrier grégorien a démoralisé, désorienté les gens. Ils ne savaient plus quel festival religieux célébrer, parce que le calendrier, ils avaient le calendrier lunaire, maintenant ils ont le calendrier grégorien. Des choses qu'on connaît. Je me penche maintenant sur l'expérience iranienne de 1978. Celle-ci est très éloquente. Foucault prit le contre-pied, avec raison, de ses contemporains qui traitaient les Iraniens de fanatiques religieux, réfractaires à la modernité que le Shah voulait leur apporter. Dans certains de ses articles publiés en italien d'abord, il semblait être sur le point de repenser sa vision du monde et ses catégories analytiques. C'est dans ce contexte iranien qu'il formula le concept contesté, mais qui a une certaine résonance ici, depuis Bacharach, de spiritualité politique, entre guillemets, pour saisir le moment révolutionnaire où l'individu fait un saut dans l'inconnu, dans le cours d'un soulèvement. Il prit comme modèle de ce mouvement révolutionnaire l'expérience d'un Français à la fin du XVIIIe siècle, un protestant qui était pris par la Révolution française et qui demandait des droits, etc., en tant que protestant, Rabot de Saint-Étienne. Que dit Rabot de Saint-Étienne? Il faut changer l'homme, il faut changer le monde, il faut changer les idées, il faut changer les mots, il faut tout changer, il faut tout détruire et tout recréer. Pour Foucault, cette phrase résume deux idées, l'idée de spiritualité et l'idée de la philosophie, si vous voulez, de la révolution. Quelle est la définition que Foucault a donnée de la spiritualité politique? C'est très important ce concept, parce qu'il me semble qu'il est très mal compris. Qu'est-ce que la spiritualité? C'est, je crois, cette pratique par laquelle l'homme est déplacé, transformé, bouleversé, jusqu'au renoncement à sa propre individualité et à sa propre situation de sujet. C'est ne plus être sujet comme on l'a été jusqu'à présent, sujet par rapport à un pouvoir politique, mais sujet d'un savoir, sujet d'une expérience, sujet d'une croyance aussi. Il me semble que cette possibilité de se soulever soi-même à partir de la position du sujet qui vous a été fixé par un pouvoir politique, un pouvoir religieux, un dogme, une croyance, une habitude, une situation sociale, etc.,
c'est la spiritualité, c'est-à-dire devenir autre que soi-même. Il m'a semblé, c'est mon, je n'ai pas vu ça ailleurs, c'est mon interprétation, que Foucault ici était sur le point de repenser sa vision du monde et ses catégories analytiques. Mais ça n'a pas continué, c'était juste un moment. La notion de spiritualité politique doit être placée dans deux contextes. Un, le dégoût que Foucault éprouvait pour le manque de vie politique dans les pays occidentaux, en particulier la France, où le pays est saturé de politique sans qu'il y ait vraiment une vie politique authentique, réelle. Deux, son désir de clarifier la relation particulière entre religion et politique dans le chiisme iranien. Il voulait distinguer deux choses. D'une part, l'appropriation de l'islam sunnite par un gouvernement comme instrument de contrôle politique, comme c'était le cas à ce moment-là, encore toujours, l'Arabie Saoudite et la Libye de l'époque. Dans ces cas-là, dit-il, la religion, aussi bien que la politique, sont éliminées. D'autre part, donc d'autres distinctions, un gouvernement islamique dans lequel il est possible, entre guillemets, d'ouvrir une dimension spirituelle dans la politique, au lieu d'expulser la religion de la politique, comme ce serait le cas dans les pays occidentaux. Bon, il y a deux auteurs américains, Kevin Anderson et Janet Afary, qui disent que Foucault il s'est gouré, il a été grisé par ce qu'on lui a dit sur le gouvernement islamique, etc., en Iran. Il faut noter la notion de gouvernement islamique que Foucault décrivit. Pour lui, c'est là un gouvernement où la vie politique n'est pas l'obstacle à la spiritualité, mais son réceptacle, son occasion, son ferment. Ça, c'est discutable, évidemment, surtout depuis l'expérience algérienne de la décennie noire. Malgré tout, le concept de spiritualité politique n'a pas mené à une révision de l'orientation générale de la pensée foucauldienne. Il demeure un geste raté, car à la fin, Foucault plaça la révolution iranienne dans le contexte historique européen. On retourne donc en Europe. Pour être conséquent avec lui-même, il redéfinit la révolution française comme étant le premier mouvement de spiritualité qui n'était pas conscient de sa spiritualité. C'est un mouvement dans lequel l'individu devient le sujet de l'idée de raison. Pour résumer, en Iran, Foucault fut obligé d'aborder le sujet de l'islam, ce qu'il ne fit pas en Tunisie. Et tout comme au Japon, il souligna que l'Iran n'a jamais été colonisé. Vous voyez la conception qui fluctue. La Tunisie, bon. Là, le Japon, pas de colonisation. L'Iran, pas de colonisation. Dans tous ces pays, une image émerge d'un Foucault qui cherche ses points de repère, qui lutte pour appliquer ses catégories d'analyse dans un monde en flux, mais à la fin se réfugie dans ses retranchements en s'approchant à sa notion d'un partage insurmontable qui diviserait l'Orient de l'Occident. De façon incongrue, il essaya, sans succès, de se prévaloir du marxisme, donc de l'humanisme, de l'universalisme, pour aller au-delà du partage culturel au Japon. Je vous raconterai l'histoire de son entretien avec le président du Parti socialiste, Asukata. Quels sont les schémas structurants, j'arrive à la fin, la différence culturelle. L'accent est mis sur la différence culturelle. Même si les similarités sont prépondérantes. La différence culturelle est perçue comme irréparable.
le mot anglais est mieux à mon avis, irredeemable, irréparable. 3. L'universel, c'est-à-dire l'appel de Kant au cosmopolitanisme, est rejeté quand il s'agit de faire la critique de l'anthropologie, mais adopté quand il s'agit d'expliquer la crise de la pensée occidentale. 4. Il y a l'affirmation de la différence culturelle absolue qui atteint sa propre limite dans l'adoption par Foucault de la méthode ethnologique à la Lévi-Strauss qui présuppose l'existence d'une conscience agissante. Et c'est cette conscience que Foucault aussi présuppose quand il discute de la spiritualité politique. 5. Paradoxalement, le rôle de la langue n'est pas pris en considération dans l'expérience de l'Orient. Que ce soit en Tunisie, en Iran ou au Japon, Foucault ne parlait pas la langue du pays. Et pour vous, ceux d'entre vous qui sont allés au Japon, vous savez l'importance de la langue au Japon. Oui, il y a maintenant plus d'enseignes en anglais, mais la langue, c'est le Japon, on est complètement dépaysé. Et pourtant, Foucault nous a laissé un passage plein d'émotions sur son isolement linguistique quand il était en Suède. J'ouvre les guillemets, la seule patrie, le seul sol sur lequel on peut marcher, la seule maison où l'on peut trouver refuge est la langue que nous avons appris depuis notre enfance. L'essentiel pour moi était de faire revivre cette langue, de me construire une sorte de petite maison du langage dont je serai le maître et dont je connais tous les coins et recoins. Plein d'émotions. On parle de choses. Si vous allez en Tunisie, on vous dit que la Tunisie a influencé l'orientation de la pensée foucauldienne. Vous parlez à un intellectuel iranien qui a fait la révolution, il vous dit la même chose. Parlez japonais. Alors, est-ce qu'il y a eu des effets de l'Orient sur la pensée foucauldienne? Cette question est encore sans réponse à mon avis. De toute façon, de faire dit non. Réponse négative. Des Tunisiens pensent que le séjour de Foucault en Tunisie a changé l'orientation de sa pensée. Ils avancent comme argument qu'à son retour à Paris, Foucault s'est intéressé au sort des prisonniers et qu'il a écrit le livre Surveiller et punir qui se rapporte à la prison. Defer explique comment le nom de Foucault est associé au groupe que Defer a constitué qui s'appelle Groupe d'information sur les prisons GIP en faveur des prisonniers. Defer appartenait à un mouvement dans les années 60 qui s'appelait la gauche prolétarienne. C'est un mouvement qui pensait que la France était un territoire occupé, qu'il fallait mobiliser des travailleurs, la classe industrielle, des travailleurs industriels pour libérer la France. Et il a voulu donc constituer ce groupe, et comme il vivait avec Foucault et que Foucault était connu, il a demandé à Foucault de prêter son nom, et Foucault a dit mais bien sûr. Donc les Tunisiens ont tort. Quant à surveiller et punir, il s'inscrit dans la continuité du travail de la folie, en particulier l'enfermement, qui est aussi le titre d'un chapitre de l'histoire de la folie. L'universitaire iranien Behrouz Ramari Tabrizi, ancien marxiste, déçu par la révolution, affirme que la conception de pouvoir de Foucault a été influencée par son séjour en Iran. Encore. Il a écrit un livre qui s'appelle Foucault in Iran, Islamic Revolution After the Enlightenment. Foucault en Iran, la révolution islamique après les Lumières, 2016. Je l'ai entendu parler à Columbia et ce n'était pas convaincant. D'après Behrouz Ramari Tabrizi, Foucault a interprété la conception kantienne des Lumières à travers le prisme de la révolution iranienne comme un moment de transformation de soi qui s'explique par le rejet du déterminisme de la raison. Or, c'est faux, parce que je vous ai lu une citation dans laquelle Foucault dit que la révolution française elle-même était une révolution un mouvement de spiritualité parce que l'individu s'est soumis à la raison.
Il ressort de tout ce qui précède que Foucault ne s'est jamais départi de sa conception de la raison orientale comme expérience limite de la ratio occidentale. Pour lui, l'Orient se présente à l'Occident sous deux aspects. Un, l'Orient impénétrable qui a résisté à l'effet transformateur de la modernité, des mentalités japonaises. Deux, l'Orient non colonisé, rédempteur de la philosophie occidentale, après l'échec qu'elle a subi dans sa mission universalisante. D'une manière ou d'une autre, l'Orient est à la fois la création de l'Occident et aussi la source de son rajeunissement, noté ici comme un universalisme remplace l'autre. En fin de compte, c'est bien la culture de l'autre qui révèle que l'auteur du plus grand système d'idées de notre époque a une zone d'ombre. L'autre, l'Orient, l'oriental, est le talon d'Achille de Foucault. Le dire vrai auquel Foucault tenait ne peut surmonter la limite qu'il traça pour l'Occident. Paradoxalement, c'est au Japon que la presque totalité de l'œuvre de Foucault a été traduite. Un témoignage de la portée universelle de sa pensée malgré son orientation locale. Je vous remercie.